Il y a une urgence à changer. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour nous engager. Et donc de sortir à nouveau de sa zone de confort. Il me semblait qu'il y avait quelque chose d'injuste. C'est un métier qui demande du temps. De l'empathie, c'est dur. C'est dur, mais c'est tellement gratifiant de faire des... À la fois c'est génial et à la fois ça nous terrifie. S'engager, c'est prendre ses responsabilités. Et puis il y avait l'idée aussi de montrer un exemple. Et lâche rien, fonce et avance, quoi. Bonjour et bienvenue dans Les Engagés, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui nous aident à voir plus loin. Anne Dauphine, bonjour. Bonjour. Vous avez 50 ans, vous êtes la mère de 4 enfants, dont 3 sont aujourd'hui décédés. Vous êtes la réalisatrice d'un documentaire sur les enfants malades, intitulé « Et les Mistral gagnants », ainsi que l'auteur de 4 livres, un roman paru en 2019, Jules César, et 3 essais qui racontent votre expérience face à la maladie qui a frappé vos filles, la leucodystrophie métachromatique, et votre vie de famille face à ces épreuves. Je rappelle leurs titres, 2 petits pas sur le sable mouillé en 2013, Une journée particulière en 2014 et Consolation en 2020. Vous êtes aussi la présidente de l'association Ceux qui comptent vraiment, inspirée d'une initiative espagnole. Anne Dauphine, merci d'être avec nous aujourd'hui. Je voudrais commencer par une question inspirée du nom de votre association. Anne Dauphine, pour vous, qu'est-ce qui compte vraiment ? Ça change un peu, pas tous les jours, mais en fonction des périodes de la vie. En fait, aujourd'hui, je vous dirais que ce qui compte vraiment, c'est le lien avec l'autre. Le lien avec l'autre, qu'il soit proche, qu'il soit moins proche. Oui, justement, le proche, bien sûr, parce que ça, c'est ce qui fait battre notre cœur au quotidien. Mais même l'autre, tout simplement, la personne humaine que l'on croise et qui parfois nous restaure dans notre humanité. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ça. Vous m'auriez posé la question il y a quelques années, j'aurais peut-être pas dit ça, et vous me la poserez dans quelques années. Je ne dirais peut-être pas la même chose, mais aujourd'hui, c'est le lien. Comment on fait pour créer du lien ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Qu'est-ce qui vous porte dans ce lien avec les personnes, soit que vous croisez quelques instants à la boulangerie, dans la rue, dans un colloque, dans une de vos interventions, ou alors vos plus proches ? En fait, je me suis rendu compte de cet essentiel du lien, évidemment un peu dans l'épreuve. C'est souvent l'épreuve, ça fait crier les vérités, l'épreuve. Mais je me suis rendu compte de l'importance de ce lien et de cette société que l'on compose, en fait. Que l'on compose individuellement, bien sûr, mais en fait, qui n'est rien si on n'est pas tous ensemble. Et moi, je suis très attachée, justement, à ce sourire, comme vous disiez, à la boulangerie, à ces petites conversations de la rue. Moi, je suis d'origine marseillaise, alors peut-être que ça joue, mais moi, je parle aux gens dans la rue. Alors, parfois, ça les surprend, mais je sais pas, l'autre jour, il y avait 2 personnes qui discutaient, et puis je me suis mêlée leur conversation parce que je connaissais la réponse à la question qu'elles se posaient, en l'occurrence, où était telle rue. Je me suis plutôt que de les laisser rechercher dans leur plan, je vais leur donner l'indication. Et en fait, c'est juste, ça donne le sentiment qu'on n'est pas seul, et qu'on a autour de nous des gens, pas forcément pour nous aider, mais qui partagent cette même humanité, et je trouve ça vraiment très important. C'est ce que vous essayez de faire, quelque part, ce projet de faire société par le biais de votre association et notamment d'un projet très particulier. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr, j'en parle avec joie parce que c'est un projet qui me tient tellement à cœur. Ça s'appelle « Chaque histoire compte vraiment » et c'est né, parce que c'est souvent le cas dans la vie aussi, d'une expérience que nous avons tous vécue, c'est né du confinement. Pendant le confinement, j'ai entendu une jeune fille, je pense de 15 ans, sur les réseaux sociaux, qui disait que c'était épouvantable ce qu'on vivait, qu'on n'avait jamais vécu pire. On peut la laisser dire ça du haut de ses 15 ans. Et puis en zappant, je suis tombée sur le récit d'une personne âgée qui racontait son enfance dans la guerre, toutes les difficultés, mais pas que les difficultés d'ailleurs, la solidarité, la générosité, etc. Et puis je me suis dit, c'est vrai qu'on n'a plus au souper nos grands-parents qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, et on ne sait pas d'où on vient, et on ne sait pas ce que l'humanité a déjà traversé et surmonté. Et j'ai eu envie de reconnecter ces générations, et j'ai créé donc ce projet qui s'appelle « Chaque histoire compte vraiment », et qui invite des lycéens à écrire le récit de vie d'une personne âgée qu'ils ne connaissent pas, et qui réside principalement en EHPAD. Et alors, à combien en sommes-nous ? Combien de lycéens ont déjà porté ce projet avec les personnes âgées ? Combien de maisons de retraite ou d'EHPAD sont concernées ? Alors là, vous me mettez en difficulté parce que je suis nulle en maths. La première année, c'était donc il y a 3 ans, on avait 17 récits de vie. L'année dernière, on en avait 85. Cette année, on en a près de 250. L'année prochaine, on aura entre 350 et 500. On a, je pense, 25 établissements en ce moment engagés dans le projet, une trentaine d'EHPAD. Alors, ce n'est pas que des EHPAD, c'est aussi des maisons de retraite. Et puis, on développe un partenariat avec les HLM. Et ça ne fera que grandir. Ce n'est pas uniquement parisien. On a aussi une présence dans les territoires qui, elle aussi, prend de plus en plus de place et on en est ravis. Quel bilan tirez-vous de ces 3 premières années ? Qu'en disent les personnes âgées ? Qu'en disent les lycéens qui participent ? Qu'est-ce qu'ils en retiennent ? Je suis émerveillée de ce qui se joue, de ce qui se noue plutôt, de ces rencontres qui se créent, de ce qui est raconté. Il faut savoir que les lycéens sont volontaires pour écrire, les personnes âgées sont volontaires pour raconter leur histoire, mais ils ne se connaissent pas, ils n'ont pas en apparence de lien ou de point commun. On fait un petit speed dating au cours duquel on crée les duos. Et puis après, le jeune va toutes les semaines rendre visite à la personne âgée. Et ça marche à
tous les coups. Enfin, nous on se dit, oulala, est-ce qu'ils vont s'entendre? Mais en fait, c'est impressionnant. Alors, il y a des vieux grincheux, il y a des jeunes mal dans leur peau, il y a toute cette réalité de la vie, où il y en a des très joyeux, des exubérants, des taiseux, il y a de tout. Mais en fait, c'est vraiment une relation qui se tisse, une relation de confiance. La personne âgée raconte sa vie, alors tout ou partie. Parfois, il y en a qui racontent, il y a un monsieur qui va raconter que son élevage d'escargots, par exemple. Il y en a beaucoup qui racontent leur enfance, parce qu'ils ont des problèmes de mémoire qui fait que l'instantané est plus compliqué, alors que l'enfance, c'est encore bien clair dans leur tête. Vraiment, on voit les personnes âgées être restaurées dans cette fin de vie, ou ce bout de vie, c'est pas toujours la fin, mais ce bout de vie qui est parfois compliqué. Ils sont isolés, ça on le sait, mais pas qu'isolés socialement. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'ils ne comptent plus pour personne. Et quand un jeune s'approche d'eux très désintéressé pour recueillir le témoignage de vie, ça redonne de la vie à leur vie, même à ces derniers jours, parfois. Et puis pour les jeunes, je me rappelle d'une jeune fille qui avait dit à la dame qu'elle avait accompagnée, « Merci, je crois que c'était Micheline, merci Micheline, grâce à vous, je sais d'où je viens, je sais à quelle humanité j'appartiens. » Cette jeune fille avait 17 ans et elle était arrivée un jour à sa visite avec ses problèmes de 17 ans. Les problèmes amoureux, s'est engueulée avec ses parents, Parcoursup, c'était l'horreur. Bon, bref, ça, on se reconnaît tous. La dame âgée voit que la jeune fille va pas, dit ça va pas, dit bon, non, c'est dur d'être jeune. Bon. Et puis la jeune fille se ressaisit et puis dit Micheline, alors on en était où? On en était à la naissance de votre fils. Et la dame dit non, attends, je voudrais remonter un peu en arrière à ma jeunesse. Donc la jeune fille s'y plie et puis là-dessus, Micheline dit c'était difficile quand j'avais 17 ans. Et la fille dit bien sûr, c'était la guerre. Non, c'était difficile parce que j'avais 17 ans, j'avais des problèmes d'amoureux, j'avais des problèmes avec mes parents, j'avais des problèmes avec mon avenir. Et pour la jeune fille, ça a été quelque chose de très réconfortant de se dire que ce qu'elle traversait était difficile, mais que ça faisait partie de l'humanité. Vous avez cité une phrase qui est très importante pour vous et qui est au cœur de votre premier ouvrage, celui qui a connu un important succès, de Petits pas sur le sable mouillé. Est-ce que vous pouvez peut-être nous la répéter et nous expliquer pourquoi elle vous a touché à cette époque et pourquoi elle vous touche toujours aujourd'hui? Alors cette phrase, elle me touche d'autant plus que ça va être l'objet de mon prochain livre, Ajouter de la vie au jour. Ajouter de la vie au jour, ça a été une révélation. Moi, nous avons appris avec mon mari le jour des 2 ans de notre deuxième enfant, qui était une petite fille qui s'appelle Thaïs. On a appris ce jour-là qu'elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative et qu'elle allait mourir très bientôt. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce qui se passe dans le cœur d'une maman quand elle apprend ça, mais c'est sûr qu'il y avait plus de... Ça hypothéquait l'avenir, le passé et le présent encore plus. Et moi, mon réflexe a été de hurler, mais comment on fait? Comment on fait pour accompagner un enfant sur ce chemin-là? Et comment on fait pour y survivre? J'avais pas la moindre idée. Moi, je suis quelqu'un de très basique, de très normal. J'ai pas de force supérieure. Et tout d'un coup, je me suis souvenue de cette phrase du professeur Bernard, qui était un cancérologue et qui avait beaucoup œuvré pour les soins palliatifs et qui disait « Quand on peut pas ajouter de jour à la vie, on peut toujours ajouter de la vie au jour. » Et ça a été comme la lumière dans les ténèbres. Ça a été un horizon, un moyen d'avancer. Je vais ajouter de la vie au jour de ma fille parce qu'elle avait des jours qui étaient comptés. Et en fait, au début, j'ai voulu ajouter de la vie avec un peu de boulimie, de frénésie. Et je me suis rendu compte qu'ajouter de la vie, c'est juste vivre les choses comme elles sont. Et que c'est valable, bien sûr, dans l'épreuve et que c'est souvent dans ces moments-là qu'on se ressaisit et qu'on se tourne vers ce qui compte vraiment. Mais en fait, même dans la tranquillité du quotidien, vivre, et non pas exister, mais vivre pleinement chaque instant. Ce mantra, vous l'avez appliqué avec votre fille Thaïs et aussi avec votre fille Azilis, qui avait la même maladie. Quel grand principe de vie, quelle grande force et quelle grande difficulté peut-être aussi vous en avez tiré et qui vous suivent encore aujourd'hui. J'ai réalisé que le seul engagement que pouvait prendre un parent, c'était de tout faire pour aimer son enfant tout au long de sa vie, quelle que soit sa vie. Voilà. Moi, quand mes enfants sont nés, je les imaginais en pleine santé et pensais qu'ils allaient tous vivre longtemps. Et pour moi, c'est la promesse que je leur faisais, c'était qu'ils allaient vivre jusqu'à 99 ans ou plus de 100 ans, parce que cette génération-là vivra plus longtemps, qu'ils seraient heureux, qu'ils seraient amoureux, qu'ils réussiraient, etc. En fait, ça, je ne peux pas leur garantir. Rien de tout ça. La seule chose que je peux leur garantir, c'est que je les aime. Et ça m'a aussi recentrée vers un essentiel, à ma hauteur, à ma portée aussi. Et peut-être la chose que j'ai le plus retenue, et même un peu plus tard, avec les événements qui m'ont frappée plus tard, c'est que la souffrance, ça rend pas fort. Ça rend pas fort. À aucun moment, la souffrance, ça rend fort. Je pense que c'est une des grandes erreurs que l'on croit, c'est de chercher une force dans la souffrance. Il n'y en a pas. La souffrance, ça rend que fragile. Ça ouvre des plaies en nous, au sens propre ou figuré. Ça révèle nos failles aussi. Et la seule chose qui nous rend fort, c'est d'être consolés dans cette souffrance. C'est justement le titre de votre dernier ouvrage, ce très beau nom, La Consolation. Ce que je voudrais vous demander, c'est comment on fait, comment on peut consoler, entourer des proches ou des moins proches qui souffrent sans être maladroit. Parfois, on se dit, il vaut mieux que je ne le dise pas parce que j'ai peur d'être maladroit, ou alors on le dit et on se dit, zut, j'ai pas porté les bons mots. Comment on fait
pour être au bon endroit, au bon moment et dire la bonne chose à la bonne personne? Comment on peut consoler? On fait comme on peut. On fait comme on peut avec ce qu'on est, avec notre bagage, avec notre sensibilité, avec notre aisance, avec tout ce que l'on est, en fait. On engage tout ce que l'on est. Voilà. Alors, je pense qu'il faut plus laisser parler le cœur que la tête. Parfois, on réfléchit trop à ce que l'on va dire ou faire et on s'éloigne de l'instinct. Moi, je trouve que nos instincts parlent très fort. Et je crois que la première chose à se dire, c'est que consoler, c'est pas chasser la souffrance. Souvent, on a cette impression-là, que si on s'approche pour consoler, c'est faire en sorte que l'autre ne souffre plus une fois qu'on sera parti. Il va continuer à souffrir. Enfin, on n'est pas des magiciens. Mais c'est apporter, ça peut paraître paradoxal ce que je vais dire, mais c'est apporter de la paix dans la souffrance. Parce que si on a peur de beaucoup de choses, quand on s'approche pour consoler, il faut savoir que celui qui souffre, il a encore plus peur de tout. Il a peur que la souffrance l'engloutisse. Il a peur de ne pas s'en remettre. Il a peur que ça recommence. Il a peur d'être isolé du monde. En fait, la peur, c'est le pire ennemi dans la souffrance. C'est ce qui vient tout compliquer. Et quand on s'approche pour consoler, quand on s'approche juste avec l'intention d'être là et d'accompagner, avec des mots qui sont parfois bancals, parfois banals, peu importe, mais qu'on dit de tout notre cœur, l'intention, c'est de dire à l'autre « je suis là pour t'accompagner, n'aie pas peur de ta souffrance, on va la vivre ensemble ». La perte de 3 de vos enfants, vous l'avez vécu avec votre mari. Je voulais vous demander comment est-ce qu'on pouvait se consoler mutuellement en couple face à l'épreuve de la maladie d'un enfant. Comment est-ce que dans ce drame absolu, on ne s'oublie pas en tant que couple? Comment est-ce qu'on s'entraide? Bon, c'est très difficile pour un couple, hein. J'avoue que, bien sûr, c'est un séisme. Voilà, on se dit, si je veux plus souffrir, faudrait tout éloigner de soi. Je pense que c'est difficile de consoler quand on souffre soi-même. Et la consolation, elle vient surtout s'épanouir, pas dans les moments où ça hurle le plus, où la souffrance hurle le plus. Je veux dire, quand dans les moments vraiment de profonde souffrance, où l'on pleure, où l'on est dans cet état de... C'est facile, entre guillemets, de consoler. Enfin, la souffrance, elle est visible, alors on s'approche comme on est, encore une fois, avec la relation qu'on a établie avec son conjoint ou son compagnon. Mais moi, je trouve qu'elle est beaucoup plus délicate dans les moments, dans la tranquillité du quotidien, quand tout à coup la souffrance jaillit de façon très inattendue et qu'elle vient tout ravager, alors que soi-même, on n'est pas mal et qu'on voit l'autre souffrir, c'est beaucoup plus difficile. Encore une fois, c'est juste s'approcher de l'autre avec le cœur le plus ouvert possible, en sachant qu'un cœur qui saigne a un peu de mal à s'ouvrir. Et puis nous, on est un couple assez banal. Enfin, je veux dire, on n'a pas non plus des forces de super-héros, mais on a fait souvent de notre couple notre priorité. Et on fait très attention l'un à l'autre. On fait très attention à notre couple et on se dit le plus souvent possible qu'on s'aime. Vous n'hésitez pas à évoquer votre foi chrétienne. Comment vous a-t-elle aidé dans les moments les plus difficiles et puis peut-être encore aujourd'hui au quotidien? J'aurais aimé que ce soit un soleil éblouissant qui m'apporte toutes les réponses et puis qui m'empêche de souffrir. Et voilà. Et puis j'ai compris que c'était pas ça la foi, et que c'était pas ça la relation qui m'unit à plus grand que moi. Et j'aime suivre une étoile dans la nuit. Je suis juste une étoile dans la nuit. Les ténèbres sont toujours très présents dans ma vie, mais ils sont éclairés comme par cette petite étoile des bergers que je suis avec beaucoup de confiance, qui change beaucoup de choses quand même. J'ai eu la chance, au tout début de notre vie perturbée, quand on a appris la maladie de Thaïs, j'ai eu la chance très instinctivement de ne pas me poser la question pourquoi. Je sais pas pourquoi ça m'a échappé. J'ai hurlé comment je vais faire? Et dans ce comment, en fait, j'ai cherché des alliés. J'ai cherché qui pouvait me soutenir et j'ai vraiment senti une proposition du ciel pour me soutenir aussi dans ces moments-là. Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux de moi? Est-ce que tu veux de cet amour dont j'ai jamais eu autant besoin que quand j'étais vraiment fracassée par l'épreuve? Maintenant, le pourquoi, c'est une discipline de vie de ne pas me poser la question. Je la fuis régulièrement. Et voilà. Et puis de temps en temps, dans mes nuits d'insomnie, je tutoie les étoiles. Vous évoquiez à l'instant les ténèbres qui parfois vous entouraient et vous engloutissaient. Mais sur votre compte Instagram, vous êtes assez active. Vous vous définissez comme parisienne, auteure, amoureuse, maman, chercheuse de bonheur. Malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, malgré ces ténèbres que vous évoquiez, ce bonheur, l'avez-vous trouvé? Alors, je pense pas que je l'ai trouvé dans le sens de la quête. Quand je dis chercheuse de bonheur, c'est que moi, je fouille tout le temps. Pas du tout dans une quête absolue du positivisme, parce que j'aime pas la pensée positive quand il pleut. Alors j'adore Zao de Sagazan, et elle a bien raison de dire qu'il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais quand on est en dessous et que ça tabasse, on est en dessous et ça tabasse, quoi. Mais je cherche pas le bonheur dans une quête de positivisme absolu, mais juste parce que je trouve qu'il y a tellement de belles choses qui nous entourent tout le temps,
que de temps en temps, ça vaut le coup de s'arrêter pour les regarder. En fait, ce bonheur, je ne l'ai pas trouvé, j'ai réalisé qu'il était là en moi. Qu'il était là en moi, malgré la souffrance. Il n'a pas du tout chassé la souffrance, mais il est là en moi, ce bonheur. Donc oui, paradoxalement, je suis profondément, et j'insiste sur ce terme, profondément heureuse, et à la fois en connaissant toujours cette très grande souffrance. Notre podcast touche à sa fin. Je voudrais conclure avec la question rituelle des engagés. Si vous étiez à ma place, vous qui avez été journaliste, qui serait votre engagé ? Je pense que ça serait l'une des personnes âgées du projet Chaque Histoire compte vraiment, mais je ne sais pas laquelle en fait, parce que je pensais à l'une d'elles mais qui est décédée, donc ça ne sera pas possible. N'importe laquelle, justement. Je crois que n'importe laquelle de ces personnes qui ont traversé un siècle avec des vies franchement banales, la plupart du temps, elles disent qu'elles n'ont rien à raconter, mais elles ont toute une vie et toute une époque à raconter. Donc n'importe laquelle des 250 personnes qui participent au projet aurait sa place derrière ce micro. Merci Anne-Dauphine. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous pouvez retrouver Les Engagés sur Le Figaro, Figaro Radio et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.